Le film est construit comme un tunnel dans lequel on rentre et avec tout au bout une lumière. J'ai essayé de faire en sorte qu'on s'attende à ce qu'il y ait effectivement un accident sur le chantier, et j'avais envie, en rentrant dans ce tunnel, de rentrer vraiment dans la tête de mon personnage, dans sa psychologie. Bonjour, je m'appelle Nicolas Panet, je suis le réalisateur du court-métrage Apnée, qui est en compétition pour la 15e édition du My French Film Festival. Non, les intérimaires savent pas réagir. Il y a de la coactivité partout. Non mais c'est pas à la carte, c'est une commande publique, il y a un planning à Non, respecter. Leïla. Je te dis de prendre des intérimaires, tu le fais. Apnée, c'est une exploration psychologique de qui on peut être quand on est vraiment surchargé de travail, quand on travaille dans un environnement nocif, avec une pression au travail qui peut être parfois brutale. Ce film, il se veut être une plongée dans ce monde-là, dans cet univers-là, l'univers du bâtiment, du chantier. Mais qui est une allégorie de l'ensemble du monde du travail en fin de compte. Pour moi, le chantier, ça a été une évidence parce que c'est un endroit où on va retrouver un cocktail d'éléments qui peuvent être hyper intéressants sur le plan cinématographique, mais qui sont aussi des éléments de pression. Je parle du bruit, par exemple, qui est constant, qui est très fort, qui empêche un peu de réfléchir, et c'est le cas dans le film. C'est un endroit dangereux, forcément, et moi je joue là-dessus en tant que scénariste. On est obligé aussi de se mettre à la place de ce personnage que je dépeins et qui essaye de faire de son mieux malgré tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment la brutalité du travail peut nous amener parfois à s'oublier un peu soi-même. Apnée, c'est un peu c'est un peu une suite pour moi, une suite logique par rapport au Point de reprise, qui est mon premier court-métrage, qui explorait effectivement déjà ces thématiques du travail, un peu à la croisée du monde professionnel et en même temps du monde intime, comment l'intime interagit avec nos décisions professionnelles et comment ce qu'on vit tous les jours au travail va nous affecter dans notre vie personnelle. J'ai découvert dans la presse ces histoires de parents qui oubliaient leurs enfants dans la voiture, et il se trouve que ça a lieu à chaque fois sur le parking du travail, pas sur le parking du supermarché. Et en ça, c'est un fait de société et pas un fait divers. La place du travail, je pense que c'est un sujet qui est devenu assez universel. Depuis le Covid, particulièrement, on a tous reconsidéré, je pense, la place du travail dans nos vies. C'était déjà le cas avant. Il y avait déjà une forme de réflexion de fond sur est-ce qu'on doit faire moins, est-ce qu'on ne doit pas faire moins et mieux pour s'accorder avec qui on est, tout simplement. Le film est construit comme un tunnel dans lequel on rentre et avec tout au bout une lumière. J'ai essayé de faire en sorte qu'on s'attende à ce qu'il y ait effectivement un accident sur le chantier, et j'avais envie, en rentrant dans ce tunnel, de rentrer vraiment dans la tête de mon personnage, dans sa psychologie. Pour la plupart des spectateurs en tout cas, on rentre vraiment avec lui au point de nous-mêmes oublier le bébé qui est dans la voiture. On a l'impression pendant tout le film que le bout du tunnel, la petite lumière qu'on voit, c'est l'accident qui va se passer, qui va devoir gérer ou pas gérer. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on l'attend tellement qu'on en oublie qu'on a vu le bébé dans la voiture juste avant. Moi, je suis jamais à l'aise dans les écritures avec beaucoup d'ellipses. J'arrive jamais à justifier le fait qu'on montre telle chose et pas une autre. Pour raconter cette histoire, pour rentrer avec lui sur ce moment, j'ai tout de suite su qu'il fallait une unité de temps très restreinte, très dynamique, très dense. Je voulais pas rentrer dans un processus, montrer le burn-out du personnage, qui pour moi est antérieur au film. Je prends le personnage là où il est au moment où se joue le drame. C'est toi le chef? Bah, ça fait 2 heures que le camion tourne là. Bah oui, on avait rendez-vous à 5h45 et y a personne qui est capable de me dire où je dois couler. Alors t'es gentil, mais moi j'ai 8 rotations à faire. D'accord, mais qui c'est qui vous a dit de venir à 5h45? Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. J'en ai rien à foutre que tu sois désolé, moi. Mais maintenant là, tu me dis où je dois couler, hein? Toi, tu te démerdes pour tirer, et moi je me casse. Ok, donc on va Enfin couler là, d'accord? Vous me suivez avec le Ouais, camion, ça va? merci. Super. Je pense beaucoup le son dès le scénario. Je trouvais que c'était vraiment hyper pertinent de construire aussi la tension dramatique autour de l'environnement sonore pour essayer de créer cette espèce d'effet tunnel que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir l'impression que le son nous enferme dans cette espèce de huis clos qui n'en est pas un. Le son nous empêche de réfléchir et nous empêche d'intellectualiser nos émotions. Puis moi j'ai une approche assez naturaliste du son, c'est-à-dire que quand la caméra est loin et que les personnages se parlent, j'essaye pas de bien les entendre. On reste vraiment à distance. C'est un travail que j'affectionne tout particulièrement, le son. Je trouve que c'est le son qui va donner tout le hors-champ de ce qu'on va pas montrer. Et en ça, je trouve qu'il a une dimension psychologique énorme. Le décor en tant que tel, donc c'est un chantier qu'on a casté, entre guillemets,
et qui est à Troyes, un chantier où ils construisent vraiment un écoquartier. C'est un décor qui était hyper intéressant pour moi parce que je cherchais un lieu où on avait tout à la fois une partie déjà érigée en construction avec du béton et une autre partie en terrassement parce que le scénario nécessitait ça. Et donc en trouvant ces deux espaces, je voulais qu'il y ait deux espaces en deux mots parce que je pense que ça ajoute au gigantisme du truc. On s'est débrouillé pour pouvoir tourner pile juste pendant la pause estivale des vrais ouvriers, du vrai chantier. Ça a été un gros enjeu par contre pour ramener des engins sur le site parce que les engins étaient plus là. Il a fallu refaire un peu nous-mêmes du terrassement parce que vous avez vu le travelling à la fin, il est long, donc il a fallu pendant toute une nuit avant de faire cette scène, faire du terrassement sur 150 mètres. Et puis il y avait un gros enjeu de figuration aussi, parce qu'on avait très peur en voyant l'énormité du chantier. On est très peur de se dire cet endroit va être vide. Et après, c'est encore un gros travail sur le son pour donner l'effet d'être au beau milieu d'un chantier grouillant, alors que dans la réalité, je casse le mythe, mais il y avait beaucoup moins de monde et beaucoup moins de bruit. Idée merveilleuse de faire venir la toupie à 5h45 du mat. Pierre. Ouais. C'est toi qui as traité avec Massenet. C'est pas nous. Thomas Coumans, c'est vraiment un comédien merveilleux que j'ai découvert aussi avec le casting de ce film qu'on a fait avec Manon Garnier. En casting, il m'a tout de suite offert ce dont je pensais avoir besoin. Il y avait une forme d'empathie directe avec lui, quelque chose de très fort mais de difficile de mettre des mots dessus. J'ai senti que j'allais capter l'empathie du spectateur sans avoir à faire de scénario parce qu'il a un regard, il a une présence, il a une voix, il a quelque chose de chaleureux, une vraie humanité qui se dégage de lui, ça je trouve ça hyper intéressant. Et puis il a un jeu hyper physique, c'est-à-dire que c'est un excellent danseur et il a un rapport au corps qui est central en fait dans son jeu. Et souvent, on a essayé de composer le personnage ensemble et j'adore travailler en amont, d'avoir les dialogues les plus justes par rapport à la manière dont ils ressentent le personnage et l'envie qu'ils ont de l'interpréter. Beau. Voilà, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une crise d'asthme? T'as déjà fait une crise d'asthme? Ok. Respire calmement, tiens, détends tes jambes. Reste bien adossé là, je vais te chercher de la ventoline, d'accord? Respire profondément, calmement. Le film commence par cette crise d'asthme qui était nécessaire pour la compréhension de la peur du personnage. Et en même temps, elle nous plonge, nous spectateurs, dans une espèce de terreur, d'angoisse, de pas pouvoir respirer. On rentre dans le cauchemar. J'ai pas mal travaillé avec Renata Nuissier qui joue ce jeune qui fait une crise d'asthme. Là encore, il y avait un travail physique énorme pour arriver à non pas voir un comédien qui joue une crise d'asthme, mais à faire en sorte que le spectateur puisse ressentir cette crise d'asthme. Et normalement, c'est des images qui restent pendant tout le film et qui sont tellement plaquées à notre rétine et à nos oreilles et ancrées dans le ventre que ça nous aide, entre guillemets, à oublier le bébé. Bien sûr, je pense que c'est le cas de tous les cinéastes, mais on ne sait pas quel va être l'accueil du public. Moi, je ne savais même pas si mon film fonctionnait un peu ou pas. Est-ce qu'il y avait même ne serait-ce que 10% des gens qui arrivaient à oublier le bébé ou pas? Et on s'est posé les questions jusqu'aux premières versions de montage. On s'est rendu compte que le film fonctionnait très largement. À peu près 70% des gens qui oublient le bébé, et puis 30% qui ne l'oublient pas, mais qui vivent le film plutôt comme un thriller. Et du coup, c'est pas inintéressant non plus.